Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis ouvrier agricole. Je dresse des chevaux quand on me le demande. Je n'aurais jamais cru que ce serait au milieu d'un champ du Wyoming, sous un ciel sans lune, que j'apprendrais ce que ça veut vraiment dire, voir. Mais cette histoire-là, elle ne commence pas dans le noir. Elle commence sous un soleil de plomb, avec le bruit de mon vieux pick-up qui s'étouffe sur un chemin de terre. J'avais traversé la moitié de l'État, laissant derrière moi une autre ferme, un autre travail terminé. Ces plaines du Wyoming, elles ont un truc pour vous faire sentir petit, juste un point qui bouge entre le ciel immense et la terre sèche. Je tenais le volant d'une main, le coude à la portière, regardant les poteaux de clôture défiler. C'était ma vie. Des lignes droites, sans attache, toujours en route vers le prochain boulot, le prochain salaire. Le ranch Willow Creek n'était pas grand. Une maison simple, une grange au toit de tôle un peu rouillé, et des clôtures qui semblaient tenir debout par habitude. J'ai coupé le moteur et le silence s'est fait, épais, seulement brisé par le vent dans les saules. L'air sentait la poussière, le foin coupé et quelque chose d'animal. J'ai attrapé mon sac sur le siège passager et j'ai claqué la portière. Le son a paru énorme. C'est là que je l'ai vue. Assise sur le porche, dans un fauteuil à bascule qui ne bougeait pas. Sa silhouette était droite, presque rigide, la tête tournée dans ma direction comme si elle m'attendait. Je suis descendu du pick-up, mes bottes crissant sur le gravier. J'ai marché lentement vers la maison, sentant son attention sur moi, même à cette distance. Elle n'a pas bougé d'un centimètre, même quand je suis arrivé au pied des marches en bois. Je me suis arrêté en bas des escaliers, posant mon sac à côté de moi. « Bonjour, je suis Léo. Pour le poste. » Ma voix a sonné un peu rauque. J'ai remarqué une fine cicatrice blanche qui traversait son sourcil gauche, presque invisible. Ses yeux étaient d'un bleu très pâle, mais ils ne se sont pas fixés sur les miens. Ils regardaient un point juste au-dessus de mon épaule. J'ai passé une main dans mes cheveux, un peu mal à l'aise. L'homme qui m'a envoyé, n'a pas été très précis sur la situation. J'ai donné un petit coup de pied dans un caillou, juste pour occuper mes pieds. Elle est restée silencieuse. Ses mains étaient posées sur ses genoux, des mains fines, mais avec des callosités bien visibles, même de là où j'étais. Le vent a fait grincer une girouette sur le toit de la grange. C'était le seul son qui répondait à mes paroles. J'ai continué à parler, expliquant d'où je venais, mais mes mots se sont perdus en route. Sa tête était légèrement inclinée, comme si elle écoutait le bruit de mes bottes sur la terre plutôt que ma voix. C'est là que j'ai compris. Son regard vide, sa posture d'écoute intense. J'ai arrêté de parler au milieu d'une phrase. J'ai frotté l'arrière de mon cou, le cuir de mon gant de travail a crissé doucement contre ma peau. Puis sa voix s'est élevée, calme et sans inflexion. Il n'a pas mentionné que j'étais aveugle. Ce n'était pas une question, c'était un fait. Le mot a flotté entre nous dans l'air chaud de l'après-midi. Un oiseau s'est envolé d'un des saules avec un cri perçant. J'ai baissé les yeux vers mes bottes, couvertes de la poussière d'une autre route. Je n'ai rien trouvé à répondre. Tout ce que je pouvais faire, c'était hocher la tête. Non, madame. Les mots sont sortis à peine audibles. Le silence qui a suivi était différent, plus lourd. J'ai changé mon poids d'un pied sur l'autre. Mes mains se sont crispées et décrispées le long de mes cuisses. J'avais juste envie que le sol s'ouvre et m'avale, pour ne pas avoir à soutenir ce regard qui ne me voyait pas. J'ai attrapé la sangle de mon sac, comme pour me donner une contenance. Écoute-moi bien. Sa voix était soudain plus ferme, coupante. J'ai besoin d'un ouvrier, pas d'une œuvre de charité. Si tu es ici parce que tu penses que je suis une pauvre femme sans défense, tu peux remonter dans ta camionnette. Tu n'es pas obligé de rester par pitié. Elle a levé le menton d'1 millimètre et le soleil a attrapé la cicatrice sur son sourcil. Ses mains n'avaient pas bougé de ses genoux. Je suis resté immobile une seconde. Mon premier réflexe a été de partir. Mais ensuite, j'ai regardé son visage, sa posture droite, la tension dans sa mâchoire. Ce n'était pas de la pitié que je sentais, c'était autre chose, une sorte de respect brut. J'ai redressé les épaules, j'ai planté mes talons dans le sol et j'ai levé les yeux vers elle. Je suis venu pour le travail. La phrase est sortie plus assurée que je ne le pensais. Elle a hoché la tête, un seul mouvement sec. La cabane des ouvriers est derrière la grange. Installe-toi.
On commence par les clôtures du pâturage nord, au lever du soleil. Elle n'a pas attendu ma réponse. Je me suis penché pour ramasser mon sac. Je m'appelle Léo. Pour la première fois, elle a tourné la tête vers le son de ma voix. « Et Lara, sois à l'heure, Léo. » J'ai tourné les talons et le grincement lent de son fauteuil a commencé derrière moi. Le grincement du fauteuil d'Elara a cessé dès que j'ai tourné le dos, mais je l'ai senti dans mon dos pendant tout le trajet jusqu'à la cabane. Le lendemain, le ciel était à peine gris quand je suis arrivé au pâturage nord. J'ai posé ma caisse à outils par terre. Le métal froid a fait un bruit sourd. Le vent sentait la terre humide et la promesse de la chaleur à venir. Je l'ai entendue arriver bien avant de la voir, le rythme régulier de ses bottes sur le chemin. Elle s'est arrêtée à quelques pas de moi, un thermos à la main, qu'elle a posé sur un poteau de clôture sans un mot. Sa main a glissé le long du fil de fer barbelé, s'arrêtant sur une section affaissée. C'est ici. Le poteau est pourri à la base. Ses doigts ont exploré le bois humide, lisant le problème comme je l'aurais fait avec mes yeux. J'ai attrapé la masse dans ma boîte, son poids familier dans ma paume. Nous avons travaillé pendant près d'1 heure sans parler. Je retirais les vieilles agrafes, le métal criait en sortant du bois. Elle tenait le nouveau poteau droit pendant que je tassais la terre autour avec mes bottes. L'air était rempli du bruit de ma respiration et du martèlement régulier de la masse. Je l'observais du coin de l'œil. Sa posture droite, son visage tourné vers le son de mon travail, concentré. La pince. Sa voix était calme, mais elle a coupé le silence du matin. Je l'ai posée à côté d'elle et le cliquetis du métal sur la pierre lui a suffi. Elle l'a ramassé sans tâtonner. J'ai regardé ses mains tendre le fil de fer. Ses gestes étaient sûrs, économiques. Elle connaissait cette clôture par cœur. Chaque centimètre de fil, chaque poteau usé. Je me suis contenté de lui passer les outils, mes mains se sentant soudainement un peu maladroites. Les jours ont commencé à se ressembler. Clôture le matin, écurie l'après-midi. 1 semaine plus tard, je nettoyais un box quand elle est entrée dans la grange. L'odeur de foin et de cheval s'est intensifiée. Elle s'orientait en laissant sa main effleurer les portes des box, un contact léger et constant. Elle fredonnait tout bas une mélodie que je ne connaissais pas, une suite de notes graves qui se perdaient dans le bruit de ma fourche raclant le sol en béton. Elle m'a interrogé sur la jument baie, celle qui se méfiait de tout le monde. Je lui ai expliqué comment l'animal raidissait ses muscles dès que j'approchais. Et Lara a simplement hoché la tête. Elle est entrée dans le box, se déplaçant lentement. J'ai arrêté mon travail pour regarder. Elle a murmuré quelque chose, des mots trop bas pour que je les entende. Sa main a trouvé l'encolure de la jument, et sous ses doigts, j'ai vu les oreilles de l'animal pivoter puis se détendre. Un autre après-midi, je déblayais un coin de la grange qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Derrière de vieux sacs de grains, mes doigts ont heurté quelque chose de froid et de dur. Je l'ai sorti de la poussière. C'était une vieille cloche de vache en laiton, cabossée sur le côté. Je l'ai secouée près de mon oreille, mais elle est restée silencieuse. Le battant à l'intérieur avait disparu. Je l'ai retournée dans mes mains, sentant son poids. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Sa voix m'a fait sursauter. Elle se tenait à l'entrée de la grange, la tête inclinée. Je lui ai décrit la cloche silencieuse. Un souffle léger, presque un soupir, s'est échappé de ses lèvres. C'était celle de Bessie, la première vache de mon grand-père. Elle n'a pas demandé à la toucher. Elle a juste ajouté « Elle n'a pas sonné depuis 30 ans ». Puis elle a fait demi-tour, me laissant seul avec cet objet silencieux. Je l'ai posé sur une poutre. Les soirées sont devenues plus fraîches. On se retrouvait parfois sur le porche sans l'avoir prévu. Moi, assis sur les marches, nettoyant la boue de mes bottes avec un couteau. Elle, dans son fauteuil, immobile, écoutant le chant des grillons s'élever des champs. Le silence entre nous avait changé. Il n'était plus tendu. C'était juste un espace vide. Un air que nous partagions sans avoir besoin de le remplir de mots inutiles. Un soir, alors que la lune était un croissant pâle, j'ai rompu cette habitude. « Vous avez toujours vécu ici ?» Le balancement de son fauteuil s'est arrêté. L'air est devenu immobile. Presque toute ma vie. Elle a resserré le gilet qu'elle portait sur ses épaules. Cet endroit, il fait partie de moi, pour le meilleur et pour le pire. C'était la première fissure dans sa façade,
Une phrase qui laissait entrevoir quelque chose de plus fragile. Je n'ai rien répondu. J'ai juste gratté une tache tenace sur ma botte. La première pluie d'automne est arrivée sans prévenir, un rideau gris et froid qui a transformé la cour en un champ de boue. Nous nous sommes retrouvés coincés dans la grange, à réparer des harnais. L'odeur du cuir mouillé et de la pluie martelant le toit en tôle remplissait l'air. Je me battais avec une haleine pour recoudre une renne, mes doigts glissant sur l'outil, laissant des marques maladroites sur le cuir. Ses mains, elles, dansaient sur une vieille selle. Ses doigts experts trouvant chaque fissure, chaque point faible dans le cuir usé. « La pluie change tous les sons », a-t-elle dit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Tout semble plus proche, plus net. J'ai levé la tête de mon travail, j'ai fermé les yeux un instant, et j'ai écouté. Le goutte à goutte d'une fuite dans le toit, le bruissement des chevaux dans leur box. Pour la première fois, j'ai entendu. Quelques jours plus tard, en rentrant à ma cabane après le dîner, j'ai vu de la lumière à la fenêtre de sa cuisine. Une seule lampe projetait un carré jaune sur le sol détrempé. Je me suis arrêtée, la main sur le loquet de la barrière. Une envie étrange m'a traversée, celle d'aller frapper, de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais mes pieds sont restés cloués au sol. J'ai enfoncé mes mains dans mes poches et j'ai continué mon chemin dans le noir. Le lendemain, en travaillant sur le moteur du tracteur, ma main a glissé. Un morceau de métal rouillé m'a ouvert la paume. Ce n'était pas profond, mais le sang a coulé tout de suite, chaud et épais. Je suis entré dans la cuisine de la maison pour chercher de quoi me soigner, laissant de petites gouttes rouges sur le sol en linoléum. Elle était là, près de la cuisinière, le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Elle a dû entendre mon souffle court. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était vive, presque tranchante. J'ai marmonné une excuse à propos du tracteur. Avant que je puisse trouver le placard à pharmacie, elle avait traversé la pièce. Elle a pris ma main blessée dans les siennes. Son contact était si léger que j'ai à peine senti ses doigts sur ma peau. Elle m'a guidé vers l'évier, sans un mot, sa main tenant la mienne avec une assurance qui m'a coupé le souffle. Elle a tamponné la coupure avec un chiffon humide, ses gestes étaient calmes et précis. Son pouce a frôlé l'intérieur de ma paume et j'ai retiré ma main d'un coup sec, comme si je m'étais brûlé. Mon regard s'est posé sur son visage, mais ses traits étaient neutres, concentrés. Ça faisait 1 mois que nous travaillions côte à côte, et c'était la première fois. Je suis resté là, le cœur battant dans ma poitrine, à la regarder bander ma main, la cloche silencieuse oubliée sur sa poutre dans la grange. Le bandage autour de ma main est resté 1 semaine. Après ça, quelque chose a changé. Le silence sur le porche, le soir, n'était plus le même. Je m'asseyais sur les marches, remplaçant une latte de bois usée, et le son de mon marteau était la seule chose qui brisait le calme. Elle était dans son fauteuil, immobile, mais son attention n'était plus une barrière. C'était un fil tendu entre nous, vibrant avec chaque coup que je donnais. Les jours suivants, nos gestes se sont ajustés. En lui passant une tenaille pour retendre un fil de clôture, mes doigts ont effleuré les siens. J'ai retiré ma main un peu trop vite, un mouvement brusque. Elle n'a pas scié. Elle a simplement pris l'outil, ses doigts se refermant sur le manche en métal froid et a continué son travail. Je me suis retourné et j'ai fait tomber une poignée de crampillons dans l'herbe haute. L'automne s'est installé, apportant une morsure nouvelle à l'air du matin. Une routine s'est créée sans qu'on en parle. Chaque jour, avant le lever du soleil, je préparais le café. Je laissais sa tasse sur la balustrade du porche, la poignée tournée vers la droite, exactement comme elle la tenait. Je ne la voyais jamais la prendre, mais la tasse était toujours vide quand je revenais des écuries. C'était notre première conversation de la journée. Un soir, alors que le vent faisait bruisser les saules, elle a parlé de l'ancienne grange. L'odeur était différente, avant l'incendie. Sa voix était basse. Ça sentait le bois ancien et la promesse. Son index a tracé un cercle invisible sur le bras usé de son fauteuil. Je n'ai rien dit. J'ai juste continué à huiler un vieux licol en cuir, le chiffon devenant sombre et souple sous mes doigts. J'ai commencé à remarquer des choses. La façon dont elle pouvait dire si c'était la jument baie ou le poulain qui trottait dans le pré, juste au son de leurs sabots. Parfois, en attendant qu'une pompe se remplisse, je fermais les yeux, essayant d'entendre le ranch comme elle devait l'entendre. Le grincement lointain d'une barrière,
le murmure du vent. Je passais une main sur ma nuque, me sentant un peu idiot. Puis, un autre soir, elle a ajouté un fragment à l'histoire. La fumée. Elle volait la respiration avant même que les flammes n'arrivent. Elle s'est arrêtée net. J'ai vu ses mains se serrer en 2 points sur ses genoux, les jointures blanches. Elles sont restées ainsi un long moment avant de se détendre lentement. J'ai ramassé un brin de paille sur le sol et je l'ai méthodiquement déchiqueté entre mes doigts. Je me suis mis à réparer des choses qui n'étaient pas vraiment cassées. J'ai resserré les charnières de la porte de la sellerie. J'ai calé une pierre sous un poteau de la véranda. C'était des prétextes pour rester près de la maison, pour entendre le bruit de ses pas sur le plancher, le cliquetis d'une casserole dans la cuisine. Je me suis surpris à passer 5 minutes à ajuster une vis qui était déjà parfaitement serrée. Un après-midi, alors que nous étions loin dans les pâturages, elle a laissé échapper une autre phrase. Il disait qu'il ne supportait plus de me regarder. Sa voix était plate, comme si elle parlait du temps. Elle a testé la tension d'un nouveau fil de fer barbelé avec son pouce calleux, son visage tourné vers l'horizon qu'elle ne voyait pas. J'ai enfoncé un crampillon dans le poteau avec tellement de force que le métal s'est tordu. À mon tour, j'ai commencé à parler. Pas de mon père, pas de la ferme perdue, mais de la route. Des petits boulots, de l'habitude de ne jamais défaire complètement mon sac. J'ai donné un coup de pied dans une motte de terre séchée en parlant, regardant la poussière s'élever et retomber. C'était plus facile de parler à ses bottes qu'à son visage attentif. Je n'avais jamais raconté ça à personne. La cloche silencieuse était toujours sur sa poutre dans la grange. Un jour, en entrant, je l'ai vue debout juste en dessous. Sa main était levée, ses doigts à quelques centimètres du laiton terni, comme si elle hésitait à toucher un souvenir. Elle ne m'a pas entendu arriver. J'ai fait demi-tour sans un bruit. J'ai attrapé une fourche et j'ai commencé à nettoyer un box qui était déjà propre. La première vraie gelée est arrivée, couvrant l'herbe d'une fine couche de cristal blanc. Le matin, j'ai trouvé une vieille couverture en laine dans ma cabane. Je l'ai pliée et je l'ai posée sur le dossier de son fauteuil à bascule avant de partir aux écuries. Je n'ai rien dit. Plus tard, en revenant, je l'ai vue assise, enveloppée dedans, le visage tourné vers le soleil pâle qui peinait à réchauffer l'air. Elle a commencé à me poser des questions. Pas sur moi, mais sur le monde. De quelle couleur sont les feuilles des saules, maintenant ? Je lui ai décrit le jaune presque transparent, comment la lumière passait à travers. Mes mots étaient maladroits, simples. Elle a juste hoché la tête. Son front s'est légèrement plissé comme si elle essayait de peindre l'image derrière ses paupières closes. J'ai continué à lui décrire la forme des nuages. Un soir, je réparais une lanterne qui fuyait dans l'allée de la grange, l'odeur de pétrole piquant mes narines. Elle est arrivée sans un bruit, me tendant une assiette. « Tu as oublié de dîner. » J'ai pris l'assiette, nos doigts se sont frôlés. Le contact a duré 1 seconde de plus que nécessaire. J'ai mangé le sandwich debout, sous la lumière vacillante de la lanterne que je venais de réparer, le pain sec dans ma gorge. J'ai réalisé que je connaissais ses sons par cœur, le rythme de ses pas sur le gravier, le léger sifflement de sa respiration quand elle était concentrée, le petit soupir qu'elle laissait échapper quand une tâche difficile était terminée. J'ai arrêté de polir une selle, le chiffon immobile dans ma main, juste pour l'écouter brosser un cheval dans le box d'à côté. C'était devenu la bande-son de mes journées. Puis elle m'a raconté la fin de l'histoire. Il est parti 2 semaines après ma sortie de l'hôpital. Elle a dit ça tout en passant une étrille sur le flanc de sa vieille jument, ses gestes longs et apaisants. L'animal a poussé un soupir de contentement et a appuyé sa tête contre son épaule. La lumière du soir filtrait à travers les lattes de la grange, dessinant des barres dorées dans la poussière en suspension. Je n'ai pas trouvé les mots. Alors je n'ai rien dit. J'ai pris une brosse et j'ai commencé à m'occuper du cheval dans le box voisin. Le bruit rythmé des poils de la brosse sur le pelage de l'animal a rempli le silence. C'était la seule réponse que je pouvais lui donner. J'ai senti un nœud se serrer dans ma propre poitrine, un écho familier que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris la vieille cloche en laiton. Assis sur le seuil de ma cabane, sous la lumière crue du porche, j'ai sorti mon couteau. J'ai pris un morceau de chêne sec et j'ai commencé à tailler. Lentement, j'ai façonné un nouveau battant, mes mains trouvant les courbes dans le bois. Les copeaux tombaient en silence sur mes bottes poussiéreuses.
Le lendemain matin, avant qu'elle ne se lève, je suis retourné à la grange. J'ai accroché le nouveau battant à l'intérieur de la cloche et je l'ai remise sur sa poutre. J'ai donné une petite impulsion au laiton. Un son grave et doux a résonné, un clong boisé, pas un tintement clair. Un son de vie. Elle se tenait à l'entrée, la tête inclinée. Pour la première fois, j'ai vu un vrai sourire se dessiner sur ses lèvres. 2 mois s'étaient écoulés. L'air d'automne était devenu vif, portant l'odeur de la terre gelée et de la neige à venir. Nous avions trouvé notre équilibre, un rythme fait de travail et de silence partagé. Ce soir-là, dans la grange, avec le son feutré de la cloche qui semblait encore flotter dans l'air, j'ai senti mes pieds ancrés au sol. L'envie de fuir, de reprendre la route, s'était évanouie. Je la regardais passer une main sur l'encolure d'un cheval, son visage serein. Ce qui existait entre nous était aussi réel que le foin sous mes pieds, une chose solide construite jour après jour. Je ne savais pas comment l'appeler, mais je savais que c'était précieux. Et j'ignorais qu'une voiture que je n'avais jamais vue remonterait notre chemin le lendemain matin, avec à son bord un homme qui menaçait de tout réduire en poussière. Le lendemain matin, le son de la cloche était une promesse douce dans l'air frais. J'étais en train de remplacer une latte sur la clôture du corral quand le bruit d'un moteur a couvert celui du vent. Une voiture brillante, déplacée sur notre chemin de terre, s'est arrêtée dans un nuage de poussière. Un homme en chemise repassée est descendu. Ma main s'est crispée sur le manche de mon marteau. La portière a claqué, un son sec et final qui a fait taire les oiseaux. Et Lara est sortie sur le porche, sa posture plus droite que jamais. L'homme s'est approché, parlant d'une voix mielleuse de chiffres et d'une opportunité unique. Je me suis éloigné, prétendant vérifier la tension d'un fil plus loin, mais mes oreilles étaient tendues dans leur direction. Je l'entendais lui décrire la valeur des terres, le poids de l'entretien. Je n'ai pas regardé son visage, mais j'ai vu ses mains se poser sur la balustrade, ses doigts agrippant le bois peint et écaillé. Quand la voiture est repartie, je suis retourné vers la grange. L'odeur familière du foin et du cuir m'a semblé soudainement étrangère, comme si je n'étais déjà plus d'ici. J'ai pris une vieille bride et j'ai commencé à la frotter avec un chiffon huilé, un travail inutile que j'avais déjà fait la semaine dernière. Le silence qui venait de la maison n'était plus le nôtre. C'était un vide, un espace où des mots que je n'avais pas entendus flottaient encore. J'ai vu la voiture revenir en fin d'après-midi par une fente entre les planches de la grange. Je suis resté dans l'ombre, l'odeur de la poussière et du bois sec piquant mes narines. L'homme était de nouveau sur le porche avec elle. Sa voix était plus basse cette fois. J'ai entendu des bribes de phrases. « Tellement fatiguée », a-t-elle dit. Juste. Une chance de respirer. Mon estomac s'est noué. Le chiffon que je tenais est tombé de ma main et a atterri sans un bruit sur le sol en terre battue. Le reste de la journée, je me suis perdu dans le travail mécanique. J'ai démonté et nettoyé le carburateur du tracteur, mes doigts devenant noirs de graisse. Je n'ai pas senti les éraflures sur mes phalanges. Je ne suis pas allé à la maison pour le café. J'ai fait un long détour pour éviter le porche. Le rythme que nous avions trouvé, cette danse silencieuse autour de nos routines, s'était brisé. Chaque tour de clé sur un boulon rouillé semblait resserrer quelque chose dans ma propre poitrine. Ce soir-là, son fauteuil à bascule était vide. La couverture en laine que j'y laissais chaque matin était pliée en un carré parfait sur le siège. Le vent faisait tinter doucement la cloche, mais le son était désormais creux, presque ironique. J'ai longé la maison sans lever les yeux, mes bottes crissant sur le gravier, et je suis rentré dans ma cabane. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd qui a résonné dans le silence grandissant. Assis sur le bord de mon lit, j'ai fait rouler mon vieux couteau de poche entre mes paumes. Le bois usé du manche était lisse, presque vivant. Toutes mes vieilles habitudes, cette envie de bouger, de ne jamais laisser de racines, me criaient de faire mon sac. Mais pour la première fois, ces voix semblaient fausses, comme des excuses usées. J'ai appuyé la pointe de la lame contre mon pouce, juste assez pour sentir le froid du métal contre ma peau. Je ne pouvais plus rester à l'intérieur. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'à la grange, la lumière de la lune dessinant de longues ombres sur le sol. Les chevaux ont bougé dans leur box, leur souffle chaud créant de petits nuages dans l'air froid. J'ai appuyé mon front contre le bois brut de la porte du box de la jument baie, fermant les yeux.
Sa respiration lente et régulière était la seule chose stable dans ce monde qui basculait. Mes doigts ont suivi les veines du bois. Soudain, j'ai entendu ses pas, lents, hésitants. Je me suis redressé d'un coup, me reculant dans l'ombre de la sellerie. Elle s'est arrêtée à l'entrée de la grange, une silhouette découpée dans la lumière pâle. « Léo !» Sa voix n'était qu'un souffle. J'ai retenu ma respiration. Ma main s'est agrippée à une selle si fort que mes jointures sont devenues blanches. Après un long moment, elle a fait demi-tour et ses pas se sont éloignés. Je suis resté là jusqu'à ce que le froid me pique les os. Je savais qu'elle devait donner sa réponse demain. L'image de ma camionnette, de la route qui s'étendait devant moi, me donnait la nausée. J'ai regardé la maison, Une masse sombre sous les étoiles. Cette terre que j'avais foulée comme tant d'autres semblait maintenant me retenir. Et j'ai su, avec une certitude qui me faisait mal, que je ne pouvais pas la regarder abandonnée. Je devais trouver les mots, ou un geste, n'importe quoi. Le froid de la grange m'avait engourdi jusqu'aux os, mais une autre sorte de froid, plus profond, m'a poussé dehors. J'ai attrapé ma vieille veste en jean sur un clou et j'ai traversé la cour. Chaque craquement de gravier sous mes bottes semblait un cri dans le silence nocturne. La lumière de la cuisine était éteinte. Je me suis dirigé vers le porche, le cœur battant un rythme lourd et lent contre mes côtes. Elle était là, assise dans son fauteuil, la couverture de laine enroulée autour de ses épaules, le visage tourné vers les champs sombres. Le fauteuil ne bougeait pas. Elle a dû m'entendre arriver, mais elle n'a pas tourné la tête. Je me suis arrêté au pied des marches, l'air froid piquant mes poumons. J'ai glissé mes mains dans les poches de ma veste, les doigts crispés. Les mots sont sortis d'eux-mêmes, plus rauques que je ne le pensais. « Je ne peux pas te laisser faire ça ». Le vent a emporté ma phrase, mais je savais qu'elle l'avait entendue. Le silence s'est étiré, vibrant comme un fil de clôture trop tendu. J'ai gardé les yeux fixés sur sa silhouette immobile, une ombre contre la façade sombre de la maison. Elle a tourné la tête lentement dans ma direction. « Faire quoi, Léo ? Vendre ma terre ? C'est ma décision. » Sa voix était lasse. « Dépourvu de la force habituelle. Tu n'as pas signé pour ça. Ce n'est pas ton combat. » Chaque mot était une petite pierre lancée pour me faire reculer, pour me maintenir à distance. J'ai monté la première marche en bois, le son a craqué dans la nuit. « Peut-être, mais j'ai réparé tes clôtures, j'ai soigné tes chevaux, j'ai bu ton café tous les matins. » Je me suis arrêtée. Ma botte posée sur la deuxième marche. Cette terre, je la connais sous mes pieds maintenant. Je sens quand elle est sèche et quand elle a soif. Un léger tremblement a parcouru ses épaules. « Tu es jeune. Tu as toute la route devant toi. » Sa voix s'est brisée sur un mot. « Tu n'es pas obligé de rester ici par pitié. » Le mot est resté suspendu entre nous, laid et tranchant. Elle a baissé le menton, cachant son visage dans l'ombre du col de sa veste. J'ai gravi les dernières marches et je me suis accroupi devant elle pour que nos visages soient au même niveau. Le bois du porche était froid sous mes genoux. Ce n'est pas de la pitié, Elara. Jamais. Ma main a trouvé le bras usé de son fauteuil, mes doigts se sont agrippés au bois familier. Je te vois. C'est tout, je te vois. Je me suis relevé, l'air glacial semblait soudain moins mordant. Viens avec moi. Ma voix était un murmure. J'ai tendu la main, paume vers le haut, dans l'espace qui nous séparait. Je ne savais pas si elle accepterait, si elle me repousserait encore. J'ai juste attendu, ma main suspendue dans le noir. Un long moment a passé. J'ai entendu sa respiration, un souffle léger et hésitant. Puis, ses doigts, froids, ont effleuré les miens avant que sa main ne se pose dans la mienne. Je l'ai aidé à se lever, la couverture a glissé sur le fauteuil. Sans un mot, je l'ai guidé loin de la maison, vers le grand pâturage ouvert. Nous nous sommes arrêtés au milieu du champ, loin de toute lumière. Le vent faisait un bruit doux et sec dans l'herbe haute. « Regarde !» ai-je dit doucement. Je savais que le mot était cruel, mais c'était le seul qui convenait. Avec 2 doigts, j'ai délicatement relevé son menton, inclinant son visage vers le ciel infini. Il n'y a pas de lune, alors on voit tout. Ma voix était basse, presque confidentielle. La voie lactée, c'est comme une écharpe de brume, juste là, au-dessus de la grange. Et il y a une étoile, là, sur la gauche, qui clignote. Un peu bleue, un peu blanche.
ma main libre a dessiné une forme vague dans le noir. J'ai continué à lui décrire ce que je voyais. Les petites constellations, la profondeur du noir entre les étoiles, la façon dont certaines semblaient regroupées comme des familles. Sa main s'est crispée dans la mienne. Puis j'ai senti une goutte chaude tomber sur mon poignet, puis une autre. Son souffle était devenu un sanglot silencieux. Sa voix n'était qu'un murmure brisé par les larmes. Ça fait des années que personne ne m'avait fait me sentir entière. Elle a retiré sa main, non pas pour s'éloigner, mais pour envelopper ses propres bras autour de sa taille, comme pour se maintenir debout. Elle tremblait de la tête aux pieds. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, à côté d'elle, une présence solide dans le vent froid. « Alors reste !» ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. « Reste, et je te décrirai le ciel toutes les nuits. » Le silence qui a suivi n'était plus vide. C'était un accord. La décision était prise. Le lendemain, elle refuserait l'offre. L'hiver a recouvert le Wyoming d'un silence blanc. 6 mois ont passé depuis cette nuit sous les étoiles. Chaque matin, maintenant, je me lève avant l'aube et je descends dans la cuisine de la grande maison. Le plancher grince toujours au même endroit près de l'évier. Je prépare le café, l'odeur se mêle à celle du bois qui brûle dans le poêle. Et Lara est déjà là, assise à la table, une tasse entre ses mains, la tête tournée vers la fenêtre, écoutant la neige tomber. Nos journées sont un rythme de travail partagé. Dehors, le froid mord le visage. Je déblaye le chemin de la grange, le bruit sourd de ma pelle est le seul son. Elle prépare le grain pour les chevaux. Ses gestes sont précis dans la pénombre de la grange. Quand je rentre, mes gants gelés, elle me tend une tasse de café sans que j'aie besoin de le demander. Elle a entendu mes pas s'arrêter devant la porte. Je prends la tasse. Nos doigts se frôlent. Parfois, en fendant du bois derrière la maison, je m'arrête un instant. Je regarde la fumée qui s'échappe de la cheminée. Je me souviens de ma camionnette, couverte de la poussière d'une autre route, le jour de mon arrivée. Mes mains, qui tenaient alors un volant, tiennent maintenant une hache. Elles sont plus calleuses. Le besoin de repartir s'est dissous, remplacé par le poids familier de cet outil, le sentiment du sol gelé mais solide sous mes bottes. La vieille cloche de vache est accrochée à un crochet sur le porche. Le battant en chêne que j'ai taillé heurte doucement le laiton quand le vent se lève. Ce n'est plus un son de silence, c'est un son de présence. Parfois, en rentrant des champs, Elara passe la main dessus. Le tintement grave et boisé nous dit que l'un ou l'autre est rentré. C'est devenu le son de la maison, un repère dans le silence de la plaine. Les jours ne sont pas tous faciles. La semaine dernière, la pompe à eau a gelé. J'ai passé 2 jours les mains dans la graisse et l'eau glacée, jurant à voix basse. Elara est restée près de moi, me passant les outils que je nommais, son calme contrastant avec ma frustration. Elle a juste posé sa main sur mon épaule quand j'ai enfin réussi à la faire repartir. Ce contact a suffi. Nous avons mangé en silence ce soir-là, le bruit de la pompe en marche était une victoire. Les soirs, nous nous asseyons souvent sur le porche, même dans le froid, emmitouflés dans des couvertures. Je ne lui décris plus les constellations. Je lui raconte des choses simples. La façon dont la neige s'accumule sur la clôture du nord, le renard que j'ai vu près du ruisseau, sa trace solitaire dans la poudreuse. Elle écoute, la tête appuyée contre le dossier de son fauteuil, et parfois elle sourit juste avec le coin des lèvres. L'autre soir, près du feu, elle a dit quelque chose à voix basse, le crépitement du bois. Il ne ressemble plus au bruit de l'incendie. Elle a tendu ses mains vers la chaleur, ses doigts écartés. Je n'ai rien répondu. J'ai juste ajouté une bûche dans le poêle, regardant les nouvelles flammes danser. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. C'était un espace où ces fantômes pouvaient enfin se reposer, et les miens aussi. Le dégel a commencé. La neige fond, révélant la terre brune et humide. Nous nous tenons près de la clôture du pâturage, l'air sent la promesse du printemps. « Il faudra bientôt hercer le champ ouest », dit-elle, le visage tourné vers le vent. Je hoche la tête, même si elle ne peut pas me voir. Oui, le sol sera prêt dans 1 semaine. Pour la première fois de ma vie, je ne regarde pas la route qui s'éloigne. Je regarde la terre, attendant la prochaine saison.